Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 10 décembre. Nouvelle violation du cessez-le-feu à Gaza. L'antitessionniste poursuit ses bombardements faisant au moins 3 martyrs et 5 blessés en 24 heures. L'Algérie commémore demain le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, moment historique ayant illustré l'adhésion totale du peuple à l'appel du 1er novembre 1954. Retour sur le message du président algérien Abdelmadjid Tebboune adressé à cette occasion. Alger et Athènes réaffirment leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat algéro-grec, exprimant leur grande satisfaction quant au niveau de coordination dans le cadre de leur mandat actuel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les opportunités d'investissement et d'affaires entre l'Algérie et l'Allemagne dans divers secteurs mises en avant ce mercredi à Alger lors de la première édition du sommet d'investissement algéro-allemand. Et puis le monde célèbre la journée internationale des droits de l'homme entre principes et devoirs, constat amer au Sahara occidental, au Soudan et en Palestine. Bonsoir à tous. L'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur il y a 61 jours dans la bande de Gaza, continue d'être violé par les forces de l'antitessionniste. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 3 martyrs ainsi que 5 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 379 Palestiniens sont tombés en martyrs et 992 autres ont été blessés, tandis que les corps de 627 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 70 369 martyrs et 171 069 blessés, en majorité des femmes et des enfants. En 2 ans, la quasi-totalité des habitations à Gaza ont été détruites par les bombardements de l'antitessionniste, forçant des dizaines de milliers de personnes à vivre dans des tentes de fortune, inondées, voire endommagées par les fortes pluies. Celles-ci ne sont plus adaptées à l'hiver. Les Gazaouis ont dû recourir à de la terre et des débris pour construire leurs abris. Neila et Hamouda. Gaza transformé en un véritable champ de ruines. Les quartiers autrefois denses ne sont plus que poussière et béton brisé. Selon l'ONU, 92% des logements ont été endommagés ou détruits. Et alors que l'hiver s'installe, des dizaines de milliers de familles cherchent désespérément un abri. À El Zaweida, Jafar Atallah, ancien potier déplacé de Gaza City, transforme ce qui lui reste en quelque chose de décent, de la terre, de l'eau et son savoir-faire. Notre maison a été détruite et personne ne l'a construit, ni nous aide. Les matériaux de construction n'entrent plus alors que nous utilisons la boue pour bâtir une pièce au lieu des tentes inondées et glaciales. Comme lui, beaucoup de familles récupèrent tout ce qu'elles peuvent des ruines, des pierres, du sable et des débris. Pour Mehdi, du champ d'El Bouraïj, bâtir ainsi est devenu une question de survie. Nous construisons cette maison avec les pierres de nos maisons détruites. La boue déplacée par les bulldozers israéliens est l'option la moins chère. Les autres matériaux sont trop coûteux. On n'a pas eu d'autre choix pour protéger nos enfants. À travers Gaza, des milliers de familles continuent de vivre dans des tentes effilochées, trop usées pour affronter l'hiver. C'est très tragique que les citoyens de Gaza vivent encore sous des tentes. Ce sont désormais de vieilles tentes qui n'ont pas été remplacées depuis longtemps. Et ces tentes ne suffisent pas à protéger les jeunes enfants, les femmes ou encore les personnes âgées de la chaleur, du soleil et du froid de l'hiver. Faute de matériaux autorisés à entrer dans le territoire, la boue est devenue le ciment de la survie. Dans un territoire ravagé par la horde sauvage sioniste, ces petites pièces de terre séchées forment désormais les derniers refuges, fragiles mais vitaux, pour des familles qui tentent malgré tout de continuer à vivre.
La grave malnutrition dont souffrent les mères à Gaza a entraîné un grand nombre de bébés de faible poids ou prématurés. C'est l'avertissement lancé ce mardi par l'UNICEF. L'agence onusienne a notamment souligné la situation dramatique qui entraînerait la mort de nombreux nouveau-nés dans les unités de soins intensifs. Au moins 165 enfants seraient morts de façon douloureuse et évitable liée à la malnutrition pendant la guerre dans la bande de Gaza, mais beaucoup moins de décès rapportés concernant l'ampleur de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que l'effet domino dévastateur que cela a eu sur des milliers de nouveau-nés. Dans les hôpitaux de Gaza, j'ai rencontré plusieurs nouveau-nés qui pesaient moins d'1 kilogramme. Leur petite poitrine haletante sous l'effort de survivre. Les nourrissons de faible poids à la naissance, comme ces bébés, ont environ 20 fois plus de risques de mourir que les nourrissons de poids normal. Ils sont très malades et nécessitent des interventions d'urgence en dehors de la bande de Gaza, ravagée par 2 ans d'agressions génocidaires. Quelques 25 enfants gazaouis ont été évacués par l'Organisation mondiale de la santé avec leurs accompagnateurs vers des pays comme l'Italie, la Roumanie, la Norvège ou encore la Belgique en vue de recevoir des soins d'urgence. J'ai accouché par césarienne et c'est pendant l'opération que j'ai appris qu'elle avait une fente palatine et une fente labiale. Elle présentait également une absence congénitale de doigts aux mains et aux pieds. J'étais évidemment extrêmement choquée car pendant ma grossesse, je n'étais pas au courant de rien et tout le monde nous avait assuré que tout allait bien. On nous a aussi informé plus tard qu'elle souffrait d'une occlusion intestinale. Après sa naissance, Habiba pleurait beaucoup, vraiment beaucoup. Elle souffrait. Je l'emmenais à l'hôpital. Le médecin l'examinait. Il me disait qu'il n'y avait aucun traitement pour elle. On ne pouvait rien faire d'autre. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était essayer de soulager sa douleur, de l'endormir et de la calmer. Plusieurs médecins ont examiné Habiba et aucun n'a pu la soulager. Nous continuons de plaider en faveur de la création de davantage de couloirs pour permettre aux patients d'être évacués à l'étranger et d'y recevoir des traitements de pointe, notamment parce que 16 000 patients ont encore un besoin urgent de meilleurs soins à l'étranger. En Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté ce mercredi 17 citoyens palestiniens dans la ville de Naplouse, après avoir pris d'assaut la ville et perquisitionné plusieurs maisons dans différentes parties de ces camps. Ces nouvelles arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de répression quasi quotidienne menée par les forces de l'occupation dans les différentes régions de Cisjordanie occupée. Au moins 190 colons sionistes ont pris d'assaut ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds, occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée sainte par groupes successifs ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. En Syrie, cette fois, 3 personnes ont été blessées hier par des tirs des forces de l'entité sioniste qui menaient une nouvelle incursion dans la région de Koneitra, sur le plateau du Golan, dans le sud du pays. Selon l'agence de presse syrienne Sana, les forces sionistes ont établi un poste de contrôle et tiré sur les civils. Cette nouvelle agression intervient après une précédente incursion qui avait fait 13 martyrs le 28 novembre dernier dans le sud de la Syrie. Nous étions assis dans notre magasin à Khar al-Nabah lorsque des patrouilles sont arrivées et se sont arrêtées devant les murets de terre. Elles empêchaient quiconque de passer. Nous leur avons jeté des pierres. Mon frère était en première ligne. Ils ont alors commencé à tirer à balles réelles. Mon frère a été blessé et emmené à l'hôpital. Ils ont ensuite lancé des grenades fumigènes pour nous empêcher de les suivre. À 14h précises, 3 personnes blessées, atteintes par des tirs
tirs ennemis israéliens ont été transportés du début de la route Salam à Kantara à l'hôpital Al-Jolan. La première victime présentait une blessure à l'orbite. Après avoir reçu un scanner et les premiers soins, elle a été transférée à l'hôpital ophtalmologique central de Damas. Les deux autres blessés souffrent d'une fracture au-dessus des condyles fémoraux associée à une grave lacération musculaire. Elles seront opérées afin de poser un fixateur externe pour la fracture du fémur, de réaliser une suture approximative et un nettoyage endoscopique des muscles de la cuisse. Je vous disais en titre, l'Algérie commémore demain le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une étape décisive dans le parcours militant du peuple algérien ayant contribué à l'internationalisation de sa cause et montré au monde entier sa cohésion et son attachement à sa souveraineté, à son unité, à son droit à l'autodétermination, rejetant toute forme de compromis. Dans un message adressé à la veille de cette commémoration, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné un moment historique ayant illustré dans les rues et sur les places l'adhésion totale du peuple à l'appel du 1er novembre 1954. En ce jour marquant de notre lutte nationale et de la guerre de libération, nous commémorons avec fierté le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Ce moment historique a illustré dans les rues et sur les places l'adhésion totale du peuple à l'appel du 1er novembre 1954 et sa foi indéfectible en la réalisation pleine et entière des objectifs de la révolution. Les foules immenses, les voix scandant des slogans, les drapeaux brandis et les youyous exprimant la ferveur populaire lors de ces manifestations furent à cet instant historique une célébration du lien profond entre le peuple homme et femme qui, dès l'aube du 1er novembre, se sent précipité au cœur de l'horreur de la guerre de libération, prêts à sacrifier leur vie dans les villes, villages et campagnes pour que vive l'Algérie. Jeter la révolution dans la rue, le peuple l'adoptera. L'appel du martyr de la révolution, l'Arbi Ben Mehdi, aura marqué un tournant décisif, mis en avant également par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ces moments de la révolution ont donné tout leur sens aux paroles du martyr emblématique l'Arbi Ben Mehdi. Jeter la révolution dans la rue, le peuple l'adoptera. Ils ont constitué un tournant décisif, influençant fortement la perception extérieure d'une révolution qui a figé le temps, témoignage vivant de cet élan insurgé porteur de nobles principes et d'objectifs élevés. Et en entourant ces principes et objectifs de toute la solennité qu'ils méritent, en fidélité à ce message éternel et en hommage au legs du martyr emblématique d'Idouche Mourad, si nous venons à tomber en martyr, veillez à préserver notre mémoire. Nous exprimons notre fierté de cet héritage révolutionnaire glorieux, profondément enraciné dans les consciences de chaque Algérienne et Algérien, et constitue la source de l'unité, de la force du peuple et sa référence commune. Et pour le président algérien, les manifestations du 11 décembre 1960 auront été une prise de conscience collective, conscience qui a toute son importance dans le contexte régional et international actuel. C'est un héritage dont le peuple algérien digne et libre puisse aujourd'hui, dans le contexte régional et international actuel, sa capacité à décerner les rouages des guerres d'intérêts déguisés, une conscience nationale éveillée face aux discours payés à leurs multiples formes et aux intentions de ceux qui s'y laissent entraîner pour porter atteinte à l'État et nuire à ses intérêts. Un peuple né des entrailles d'une histoire millénaire unie depuis toujours dans une identité algérienne enracinée dans la terre, ouverte à la diversité, unie dans sa foi, un peuple qui a fait front commun durant les années de tragédie sanglante et à chaque étape difficile, est aujourd'hui plus que jamais attaché à conduire le présent avec vigilance face aux tentatives de déstabilisation de son projet national.
Je vous en parlais en titre également. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce mercredi à Athènes par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à l'entame de sa visite, de la visite officielle qu'il effectue en Grèce, chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette audience a été l'occasion pour les deux parties de réaffirmer la volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat unissant les deux pays, ainsi que leur engagement mutuel à développer la coopération bilatérale dans divers domaines vitaux et prioritaires. Pour moi, c'est un grand honneur et un privilège d'avoir l'opportunité de vous rencontrer. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations et les meilleurs vœux de son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune ainsi que du Premier ministre M. Sefi Gharieb. Lorsque le président m'a chargé de me rendre en Grèce dans le but de relancer nos relations bilatérales, il m'a confié 3 messages que je souhaite vous transmettre. Le premier message concerne son engagement ferme à œuvrer avec vous pour revitaliser nos relations bilatérales et leur insuffler une dynamique renouvelée et un contenu plus profond. Les deux parties ont également exprimé leur grande satisfaction quant au niveau de coordination entre les missions de l'Algérie et de la Grèce dans le cadre de leur mandat actuel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le deuxième message vise à exprimer votre grande satisfaction quant à la qualité de la coopération récemment établie entre nous aux Nations Unies. Il existe une véritable coordination exemplaire entre nos deux ministères des Affaires étrangères ainsi que nos missions à New York. Nous prenons réellement plaisir à travailler avec vous car nous partageons une vision commune sur les questions internationales et régionales. Nous sommes en quelque sorte des pays aux orientations convergentes. Cela n'est peut-être pas surprenant, mais le président a tenu à vous faire part de sa profonde satisfaction quant au niveau atteint par cette coopération. Le troisième message concerne la Méditerranée qui a toujours été un espace de coopération étroite entre nos deux pays. Le président souhaite vivement voir l'Algérie et la Grèce se engager ensemble face aux évolutions récentes dans notre région méditerranéenne, notamment en ce qui concerne les nouveaux partenariats et les politiques de voisinage mises en œuvre par l'Union européenne. Il est sincèrement désireux de renforcer les contacts, d'approfondir la coordination et de maintenir des consultations continues avec la Grèce, pays ami, sur cette question. De son côté, le Premier ministre grec a salué l'amitié durable entre l'Algérie et la Grèce, mettant en avant leur coopération énergétique exemplaire. L'Algérie et la Grèce entretiennent des relations d'amitié anciennes et solides et nous partageons une vision commune pour instaurer la paix dans notre région élargie. Je me réjouis d'écouter votre point de vue sur les diverses évolutions régionales et je tiens particulièrement à saluer la coopération étroite qui nous unit dans le domaine de l'énergie. Vous avez été parmi les fournisseurs les plus fiables en matière de gaz naturel liquéfié, tandis que la Grèce joue un rôle de plus en plus important en tant que porte d'entrée du gaz naturel liquéfié vers l'ensemble de la région de la Méditerranée orientale et bien sûr vers les pays voisins du Nord. Nous avons beaucoup à discuter. Les opportunités d'investissement et d'affaires entre l'Algérie et l'Allemagne dans divers secteurs, notamment de l'énergie, l'industrie, de l'économie verte, ont été mises en avant ce mercredi à Alger par des responsables et représentants des communautés d'affaires des deux pays, notant la dynamique renouvelée des relations économiques bilatérales. Ils s'exprimaient lors de la première édition du sommet d'investissement algéro-allemand. L'énergie est le sujet. Ça a été pendant très bonnes années le sujet, l'énergie renouvelable. Il y a des choses très concrètes. Il y a le South 2 Corridor. Il y a un début très prochainement un certain nombre de projets qui se concrétisent. Mon rôle aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'énergie. L'énergie est importante pour l'Algérie, pour l'Allemagne. L'énergie verte est importante pour l'Allemagne.
Le gaz reste important aussi pour l'Allemagne, mais il n'y a pas que. Il y a surtout des investissements industriels structurants. Peut-être ce qu'on pourrait retenir, c'est le Made in Algeria with Germany. C'est ce qu'on essaye de développer. Fabriqué en Algérie avec l'Allemagne. Côté algérien, le président de la Chambre de commerce algéro-allemande est revenu sur le partenariat prometteur entre les deux pays. Alors nous sommes très heureux d'accueillir beaucoup de monde là ici pour le GAIS maintenant. Je pense que c'est un bon momentum aussi pour nous comme AHK à la fin d'une année qui était très chargée, aussi avec beaucoup d'activités. On va planifier maintenant pour tous 2026. On va continuer à travailler sur tous les sujets là qui sont actuellement ici à la conférence traités aussi dans les panneaux. Et là, je reste ouvert pour toutes les questions, commentaires, ce qu'il y en a. Et on était très contents d'avoir beaucoup d'entreprises allemandes ici. Et je vous le disais en titre, le monde célèbre ce mercredi la journée internationale des droits de l'homme. Entre devoirs et principes, le constat est amer, notamment au Sahara occidental, au Soudan et en Palestine. Iman Merad. En ce 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, le contraste est saisissant entre les principes inscrits dans la Déclaration universelle et la réalité du terrain. Partout dans le monde, des vies basculent, des libertés s'éteignent et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, plus de 1000 responsables politiques à travers le monde ont été victimes de pression, d'arrestation ou d'intimidation. Ce sont souvent les voix qui portent la démocratie qui sont les premières à être ciblées. Mais derrière ces statistiques, il y a surtout des populations entières qui vivent l'injustice au quotidien. Nos ressources ont été réduites, ainsi que le financement de 4 organisations de défense des droits humains, y compris au niveau local à travers le monde. Nous sommes en mode survie et j'étais à Bruxelles hier lors d'une réunion avec des défenseurs des droits humains et tous les défenseurs des droits humains du monde entier ont dit à quel point leur situation est grave. Gaza en est l'exemple concret où la crise humanitaire est devenue l'un des drames les plus documentés de notre époque. Plus de 70 000 martyrs, dont une écrasante majorité de civils, des quartiers entiers rayés de la carte, des familles décimées. Chaque semaine qui passe, le droit à la vie, le droit à la protection, le droit à l'aide humanitaire sont bafoués. Les experts de l'ONU parlent désormais d'un risque d'anéantissement tant les mécanismes de protection se sont effondrés. Plus au sud, au Sahara occidental, un autre conflit tout aussi profond continue de produire des victimes silencieuses. Les ONG recensent des dizaines de milliers de violations en 50 ans. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, entraves aux libertés civiles, une population sous surveillance constante, un espace où la simple expression d'une opinion peut mener en prison. Au Soudan, le conflit brutal entre l'armée et les forces de soutien rapide se poursuit sans relâche. Du Darfour et du Kordofan à Khartoum, Omdurman et au-delà, aucun civil soudanais n'a été laissé à l'écart de cette violence cruelle et insensée. Je suis extrêmement inquiet, et je le dis, je le répète, que nous puissions assister à une répétition des atrocités commises à Al-Fashir, au Kordofan. Malgré les rapports, malgré les alertes, les mécanismes de contrôle restent limités et les observateurs internationaux rares. Gaza, Sahara occidental, Soudan, des réalités souvent reléguées en marge des priorités diplomatiques, mais qui rappellent que les droits humains ne sont pas une célébration annuelle, mais une exigence quotidienne. Et dans le conflit russo-ukrainien, à présent, le vice-ministre ukrainien de l'énergie, Mykola Kolenitsk, a annoncé qu'un drone russe avait bombardé le système de transport de gaz dans la région d'Odessa, précisant que les forces russes avaient mené au cours des dernières 24 heures des attaques ciblées dans cette région visant le réseau de transport de gaz et ses installations. Et Moscou a affirmé ce mercredi que le président russe Vladimir Poutine appelait l'Ukraine à organiser des élections depuis longtemps en réaction à une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la tenue d'un éventuel scrutin, la Russie affirmant œuvrer pour la paix.
Nous n'avons pas eu le temps d'en discuter avec qui que ce soit. La déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky est assez récente. C'est un sujet dont parle le président russe Vladimir Poutine depuis longtemps. C'est également un sujet abordé récemment par le président américain Donald Trump. Nous verrons donc comment les choses évoluent. Nous œuvrons pour la paix, pas pour une trêve. Une paix durable, garantie et pérenne obtenue par la signature de documents appropriés est notre priorité absolue. Et puis enfin, plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se sont poursuivis ce mercredi, ont fait au moins 14 morts, amenant Donald Trump, le président américain, à s'engager à intervenir pour arrêter les hostilités. Les deux voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement de la reprise des affrontements dans lesquels 9 civils cambodgiens, dont un enfant, et 5 soldats thaïlandais ont été tués, selon les derniers bilans des autorités. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.